Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juin. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Fileco, votre magazine qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Et dans l'actualité de cette semaine, les soldes d'été ont commencé ce mercredi. Nous sommes allés faire un tour dans les magasins pour voir si les consommateurs étaient toujours au rendez-vous. Le campus du Crédit Agricole organisait les 48 heures techno au ski park, au programme Innovation, Hackathon et Start-up. Nous y reviendrons. Enfin, dans cette édition, nous vous proposons un dossier innovation. Nous parlerons réalité virtuelle et domotique, deux secteurs qui se développent. Nous avons rencontré des acteurs locaux pour en savoir plus. Et aussi cette semaine, dans notre entretien, nous allons parler plan de déplacement inter-entreprise. Avec nous pour en parler en plateau 4 invités. Jean-Pierre Schweitzer, responsable développement durable au sein de l'entreprise Ilti. Bonsoir. Laurent Legendre, président de l'association Delta Ski. Nous avons également M. Bernheim, élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Et M. Vega, directeur de la mobilité de la Casquie. C'est bien ça. Eh bien, messieurs, nous allons parler avec vous de la problématique du plan de déplacement inter-entreprise dans quelques instants. Mais avant cela, passons en revue l'actualité économique de la semaine. Les soldes d'été, c'est parti depuis ce mercredi. Vous avez maintenant 6 semaines pour chercher votre bonheur et trouver peut-être de bonnes affaires. Avec la suppression des soldes flottants, les consommateurs peuvent en profiter une semaine de plus. Retour sur cette première journée avec Mélanie Poquet et William L. Les boutiques sont ouvertes depuis 1 heure et des clients sont déjà là. En cette première journée, ça démarre en douceur. Même accompagné du dernier né, on fait des soldes pour habiller la famille. On n'a pas le choix. Voilà. On a ouvert à 8h30 ce matin et plutôt bien. Donc on a un bon ressenti par rapport à l'année dernière. C'est plutôt bien. Donc on va voir. Là, ça reste relativement calme, mais les gens achètent. Cette année encore, c'est le portefeuille qui va décider. Selon une étude, 50% des Français estiment que leur situation économique s'est détériorée. Ils viennent chercher le besoin, je pense aussi le coup de cœur qu'ils ont vu quelque temps auparavant et effectivement aussi les bonnes affaires. Mais avant tout, je pense qu'ils veulent aussi se faire plaisir. Pour ma fille, ça sera dans les 100 € à peu près. C'est plus, moins qu'avant ? C'est moins. Depuis quelques temps, oui. Pourquoi ? Ouais. Parce que la vie est plus difficile et que voilà, il y a beaucoup de frais. Il y a son frère qui grandit aussi, donc il y a besoin aussi. Donc on restreint un petit peu le budget. Près de 6 Français sur 10 prévoient de consacrer pour leurs achats un panier moyen d'environ 245 € et 70% des consommateurs prévoient d'attendre les deuxièmes et troisièmes des marques. Ici, moi, on entame direct du moins 30, moins 40, moins 50. Alors les gens, ils arrivent, dès qu'ils trouvent quelque chose qui leur plaît, ils n'hésitent pas à prendre. Cette année, pas de solde flottant, la période est rallongée d'1 semaine. Les bonnes affaires pourront se dénicher jusqu'au mardi 4 août. Et un mot d'innovation à présent. Mardi et mercredi, le Crédit Agricole organisait la seconde édition des 48 heures techno du campus Ski Park à Saint-Quentin-en-Yvelines. L'occasion de présenter les dernières innovations, les nouveautés technologiques, mais aussi de mettre en avant des startups du territoire. Regardez ce portage réalisé avec Anna Jiménez. Bonjour la caméra, je fais un petit sourire, je fais un petit coucou. Parfois étonnante, l'innovation est le thème de ces 48 heures techno de Sky Park. À cette occasion, partenaires historiques et acteurs du secteur bancaire étaient invités, mais aussi de jeunes startups présentes pour montrer leurs nouveautés technologiques. Parmi elles, certaines viennent de Saint-Quentin-en-Yvelines, comme Lingua Custodia. Créée depuis 4 ans, elle est active sur le marché depuis 9 mois. Ça nous permet de montrer ce qu'on sait faire, de dire qu'il existe aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines des startups dans le domaine de la fintech, toutes les technologies appliquées au secteur financier. Et puis du coup, on espère pouvoir aussi prendre de bons contacts au Crédit Agricole. Le campus accueille sur 2 jours différents acteurs du secteur bancaire afin de montrer ses nouveautés technologiques. Un hackathon sur le thème de l'innovation était organisé. Cet événement rassemble des développeurs. Réunis en équipe, ils doivent élaborer une application en 48 heures. Cette année, pour la première fois, nous avons convié des équipes d'informaticiens qui travaillent aussi sur ce campus à venir présenter leurs propres innovations, les innovations auxquelles ils pensent pour servir les métiers de la banque pour lesquels ils travaillent. Notre objectif, en rassemblant plein de démonstrations autour de l'innovation technologique, c'est de permettre à l'ensemble des collaborateurs du groupe et surtout aux informaticiens qui sont très présents sur ce site et ce campus de Saint-Quentin-en-Yvelines, eh bien de toucher du doigt des innovations qui sont des innovations qui pour certaines sont des innovations domestiques, des choses qu'on pourra voir très vite dans nos maisons, et puis des innovations plus technologiques. Près de 600 personnes ont participé à cet événement au campus du Crédit Agricole. Il devrait être reconduit très prochainement.
Et nous allons à présent parler mobilité et PDIE avec l'entretien de la semaine, c'est tout de suite. Et nous sommes donc en plateau avec mes 4 invités. Vous êtes ici, messieurs, pour parler des 5 ans de la mise en place du PDIE sur l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un enjeu de taille. Un colloque a d'ailleurs eu lieu cette semaine, aujourd'hui sur ce sujet, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il rassemblait donc la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines, les entreprises partenaires et également les acteurs de ce déplacement domicile-travail. Avant d'en parler avec vous, je propose de regarder ce sujet réalisé avec Mélanie Poquet et William L. C'est le bilan depuis 5 ans qui est présenté ce matin. 5 années pendant lesquelles les salariés ont été incités à délaisser leur voiture au profit d'autres modes de transport. 5 ans, j'aurais envie de dire une centaine d'ateliers de travail avec les entreprises, des améliorations de l'offre de bus. On a montré des augmentations de fréquentation sur des lignes de bus vers les zones d'activité de l'ordre de plus 20 à plus 30% quand on écoute les besoins des salariés. C'est une cinquantaine de stands en entreprise pour informer les salariés des conditions de déplacement pour venir sur les sites. Aujourd'hui, 39 entreprises font partie du dispositif sur Saint-Quentin-en-Yvelines avec les secteurs Trappes et Lancourt, le technocentre Mérenté, Saules, Sanglier, Pissalou, Clé-Saint-Pierre et le secteur centre, Montigny-Guyancourt. 50 000 personnes en bénéficient. Pour renforcer les PDIE, ce sont les habitudes qu'il faut avant tout changer. Ils sont dans un réflexe voiture, donc ils ne se posent pas forcément la question de faire autrement. Ils n'ont pas forcément la connaissance de l'existence de toutes les alternatives qui s'offrent à eux. Il peut y avoir aussi des conditions qui facilitent cet usage-là. Si par exemple ils ont du stationnement facilement sur le lieu de travail, ça va forcément faciliter l'usage de la voiture. Chaque entreprise peut choisir son mode de déplacement. Le Crédit Agricole, dont les bureaux sont à Guyancourt, favorise les modes doux et notamment le vélo à assistance électrique. Les 2500 employés bénéficient aujourd'hui d'une flotte de 10 vélos. Sur les 3000 employés que compte le site Airbus dans la zone Clé-Saint-Pierre, 15% bénéficient des améliorations apportées sur plusieurs lignes de bus, dont 3 principales. Nous, on privilégie essentiellement l'offre de bus proposée par la Casqui. On ne veut pas mettre de navettes propres parce que justement, on n'a pas la capacité non plus de fournir le nombre d'usagers qui peut permettre de rentabiliser une offre de navettes. Nos salariés viennent d'un peu partout, sont assez mobiles. Donc on privilégie au maximum le travail avec la communauté d'agglomération et par-delà avec le STIF pour développer, faciliter les transports collectifs existants. D'autres projets sont en cours de réflexion pour réduire les heures de transport ou favoriser le rapprochement habitat-travail. Alors nous venons de regarder ce sujet. J'ai tout d'abord envie de vous poser une question à vous, Monsieur Legendre. Voilà, est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu résumer ces conclusions que vous allez tirer au bout de 5 ans de PDIE? Est-ce que c'est plutôt positif? Oui, c'est très positif. 5 ans de PDIE, c'est une véritable expérience. Il y a une maturité qui s'est développée, des véritables conditions d'un travail en collaboration entre les acteurs publics, la communauté d'agglomération, avec la direction de la mobilité, la chambre de commerce et les entreprises, avec un dispositif vertueux qui permet d'obtenir des améliorations progressives d'année en année. Maintenant, il reste encore des choses à faire. On a toujours en gros 15% de nos utilisateurs qui utilisent les transports en commun. On a un taux de progression qui est de l'ordre un peu moins d'1% par an. Donc tout ça est quand même relativement lent. Et il faut trouver des solutions innovantes pour accélérer. Monsieur Veillet, quels ont été les éléments les plus compliqués peut-être à mettre en place pour ce PDIE? Les éléments les plus compliqués ont été peut-être tout ce qui a concerné l'offre ferroviaire. Sur l'offre ferroviaire, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a eu un bilan très positif sur la mobilisation des entreprises, qui a été une vraie surprise, puisque ça, on a eu une vraie dynamique. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable dans ce colloque, c'est que finalement, la mobilité est portée par les entreprises du territoire aujourd'hui. C'est un vrai discours fort des entreprises du territoire qui véhiculent une image positive du territoire. Sur l'offre bus, effectivement, on a un vrai levier au niveau de l'agglomération. Donc à partir de là, on a pu ajuster l'offre aux besoins. Par contre, sur l'offre ferroviaire, c'est vrai qu'on a eu des cadencements qui ont été quand même très compliqués. On a eu du mal avec le STIF et la SNCF à être entendus. Mais c'est vrai que l'année dernière, on a eu pour la première fois une évolution positive avec une heure de pointe qui a été élargie sur la ligne U, c'est-à-dire la ligne La Verrière-La Défense. Jean-Pierre Schweitzer, vous vous occupez justement du développement durable chez Hilti. Voilà, ça a été compliqué aussi au niveau des entreprises de mettre ça en place, peut-être au niveau de la maturation des employés, leur faire comprendre que le covoiturage, finalement, c'était une bonne idée? Oui, c'était pas très facile parce qu'il fallait mobiliser
l'ensemble des employés. Là également, leur montrer tout le bénéfice qu'ils pouvaient en tirer. Et puis, surtout, il faut continuer là-dedans, parce que ce n'est pas simplement en parlant un peu pendant une année de ces moyens de transport alternatifs qu'on arrive à les mettre en place. Ça prend du temps, il faut changer les habitudes, et donc il faut continuer à mobiliser les employés autour des différents types de déplacements. Pas seulement le covoiturage, parce que le covoiturage en est un intéressant, mais il y a aussi les transports en commun, voire les modes doux de déplacement comme le vélo électrique. Vous êtes d'accord, M. Vega? Oui, pour rebondir sur le continuer, je pense que ça c'est un élément très fort, le continuer, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements entre, effectivement, quand on a commencé et maintenant. Il y a eu beaucoup de rotations, c'est-à-dire les référents ont bougé, dans les entreprises ça a bougé beaucoup à la Chambre de commerce, ça a bougé beaucoup à la CASCI. Et la dynamique du PDIE ne s'est pas essoufflée, elle s'est même renforcée. Donc ça prouve que finalement, effectivement, on a eu des résultats positifs et cette dynamique est lancée et le mouvement est fort, je pense. Monsieur Van, je voulais réagir. Justement, la communication, c'est important aussi au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie. Vous avez agi au niveau des entreprises pour que peut-être... C'est-à-dire que le rôle de la Chambre de commerce est dans son rôle un peu régalien, qui est d'être un animateur du développement économique, où il a un rôle particulier à jouer. Le PDIE, pour nous, a été l'occasion au niveau de Saint-Quentin de participer avec Delta, de favoriser la création de Delta, d'aider Delta à devenir une association qui intègre Coaction en même temps, qui est l'association en fait des associations du département des Yvelines pour les entreprises. Et nous sommes la Chambre de commerce sur plusieurs PDIE que nous avons fait signer ces derniers temps. Notre volonté est de mettre du lien dans les entreprises, et je pense que Delta est la preuve qu'il est possible de mettre du lien, que les entreprises se parlent entre elles, ce qui va nous permettre de développer d'autres opérations. On lance en ce moment Open Innov, où je pense qu'avec Delta, sur Open Innov, on aura encore un gros travail de collaboration à avoir. Justement, la communication, c'est un grand enjeu par rapport au PDIE? Oui, alors la communication, c'est le nerf de la guerre au niveau des PDIE, à différents niveaux. Il y a la communication avec les gens qui sont censés organiser le dispositif, et quand on est en seconde couronne parisienne, c'est pas forcément facile. Vu de Paris, on a du mal à exister. Donc ça, c'est un point important. Et donc si on veut obtenir des choses, c'est pour ça qu'on a créé cette association, il y a un lobbying à organiser. Et c'est un point très important. Et puis il y a la communication, comme le disait Jean-Pierre, qui doit être quotidienne auprès des salariés, récurrente, et qui doit être structurée pour permettre d'informer et de faire en sorte que le dispositif fonctionne et qu'il se développe. Pour les entreprises, est-ce qu'il y a des bénéfices peut-être méconnus? Est-ce que ça permet d'attirer de jeunes recrues, par exemple? Je pense peut-être à vous, Monsieur Schweitzer. Oui, le fait d'avoir un territoire attractif au niveau des déplacements, que les déplacements soient faciles, permet justement de faire venir des talents et d'en faire bénéficier les entreprises innovantes de Saint-Quentin. On a quand même des entreprises aéronautiques, des entreprises des banques, des téléphonies. Et donc ce sont toutes des entreprises qui sont innovantes au niveau de leurs services. Et il est important de continuer de pouvoir attirer des jeunes talents dans l'entreprise. Et donc ces moyens, les moyens de mobilité mis en place permettent justement de répondre à leurs demandes. Donc 5 ans, un premier bilan qui est quand même plutôt positif. Qu'est-ce qui reste à faire maintenant? Quels sont les grands enjeux sur lesquels vous allez travailler pour améliorer ce PDIE? Allez-y, Monsieur Vega, peut-être. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire, puisque finalement, on se rend compte que sur ce travail-là, l'ouvrage est toujours à reprendre, toujours à remettre sur la table. Puisque finalement, pour qu'une offre de transport en commun reste performante, sur tout ce qui arrive dans le numérique et dans tout ce qui se produit finalement dans le domaine des déplacements, on voit qu'il y a nécessité d'être systématiquement à l'écoute de l'usage et des besoins. Et ces usages et ces besoins sont de plus en plus fluctuants, sont excessivement, fluctuants. À partir de là, c'est par l'écoute et l'adaptation à ces besoins permanents que finalement l'offre reste performante. À défaut, effectivement, on deviendra moins attractif. Monsieur Lelandre, un dernier mot? Oui, alors il y a aussi un point important qui est l'innovation. Et moi, je crois beaucoup aux innovations d'usage. On a travaillé sur certains sujets avec des start-up qui nous ont apporté des solutions innovantes. Le covoiturage dynamique, un truc dont on n'avait pas entendu parler. C'est une start-up qui nous en a parlé, qui nous l'a présenté. On l'a expérimenté sur un PDE et ça marche. Ça répond aux besoins. On avait essayé avec
du covoiturage classique type Blablacar, ça ne marchait pas. Donc ça, c'est très important. Et puis, il va falloir qu'on fasse rentrer de nouveaux acteurs. On a des universitaires, des chercheurs sur ce territoire. Il faut absolument qu'on aille susciter leur créativité et qu'ils nous apportent eux aussi de nouvelles idées pour progresser et trouver justement les solutions qui répondent à ce besoin de fluctuation que citait Emmanuel. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau pour répondre à nos questions. Ce sera donc le mot de la fin. Je vous propose maintenant de continuer notre émission avec le chiffre de la semaine. Et notre chiffre de la semaine, il concerne le chômage, 1,4%. C'est la hausse du chômage dans les Yvelines au mois de mai. Il a continué sa progression. On compte 870 demandeurs d'emploi supplémentaires en catégorie A sur le département. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A est à présent de 63 690 personnes. Les hommes de moins de 25 ans représentent la catégorie la plus touchée. Toute catégorie, le nombre de chômeurs dans les Yvelines est de 89 920. Pour information, en Ile-de-France, l'augmentation est de 1,2% en mai pour les demandeurs d'emploi en catégorie A. Et sur un an, le chômage a progressé de 7,1% dans les Yvelines pour les 3 catégories rassemblées. Je vous propose maintenant de regarder avec nous le dossier de la semaine. Et nous vous proposons dans cette édition un dossier innovation, donc en 2 volets. Le premier volet, c'est la réalité virtuelle. Cette simulation de réalité est en pleine ascension. Nous avons rencontré 2 entreprises saint-quentinoises qui sont dans ce domaine et nous ont parlé de ce développement. Regardez ces images de Patrick Jacques de Lixmude, Romain Ruspini pour le montage. Visiter un appartement comme si vous y étiez, c'est la promesse de la réalité virtuelle. Réalisée grâce à un ordinateur et des logiciels, elle permet de vivre une expérience visuelle et sonore dans un monde artificiel créé numériquement. Ici, on propose un système immersif à tarif très attractif pour les PME. On va projeter des images 3D sur des murs et l'utilisateur n'aura besoin de porter finalement qu'une paire de lunettes 3D, toute simple. C'est les mêmes qu'il y a au cinéma. Et il va pouvoir directement interagir dans le système. La réalité virtuelle, ce n'est pas que pour les jeux vidéo. Si l'entreprise d'Emmanuel vend son système à des salles de jeux, ce n'est pas sa seule cible clientèle. Architecture, immobilier, de plus en plus de secteurs sont en demande et voient l'utilité de cette nouvelle technologie. L'idée, ça va être, en plus de juste avoir les murs, on va avoir les schémas des câblages, l'électricité, les évacuations. On va pouvoir avoir d'emblée, déjà, dans la conception, un certain nombre de défauts. La partie immersive, elle, rajoute l'aspect perceptif. Je me mets dans une pièce, est-ce que les volumes sont cohérents par rapport à ce qu'on avait imaginé sur le papier? Est-ce qu'on va avoir d'autres défauts de conception, même en dynamique, en cinématique? Typiquement, on ouvre une porte, est-ce qu'on ne va pas cogner quelque chose qu'on n'aurait pas vu sur un ordinateur, un écran plat? Emmanuel vend un système dit low cost, compté au minimum 10 000 € pour être accessible aux PME. C'est 10 fois moins onéreux que les grands murs d'images utilisés par les groupes industriels. Ici, typiquement, on peut commencer à faire du home staging et changer les matériaux de certains éléments, que ce soit les tapis. On peut aller un petit peu plus loin, changer les couleurs des rideaux. Donc voilà, ça c'est ce genre d'application pour l'immobilier qui a un gros avenir en fait pour le secteur industriel. Créée en 2014, la société a bénéficié d'un coup de pouce de l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines. Elle lui prête un mur d'image ultra performant pour améliorer ses logiciels. Cette technologie intéresse aussi le monde scientifique et universitaire. OPIT, la plateforme d'intégration et de test, les chercheurs l'utilisent pour la modélisation 3D des plasmas et des champs magnétiques. Ces chercheurs, ils vont s'aider de ce image qui, grâce aux lunettes de stéréoscopie, qui permettent d'avoir un rendu immersif vraiment plus important que sur un écran d'ordinateur simple. Cette immersion va vraiment permettre de mieux se rendre compte des différents champs pour ce qui est de la physique des plasmas. La réalité virtuelle déjà bien connue des scientifiques et groupes industriels se démocratise grâce à ce masque, l'Oculus Rift. Autre moyen plus connu pour profiter de cette immersion numérique est déjà utilisé par 200 000 personnes dans le monde pour les jeux vidéo. C'est le système qu'a choisi Amplicence, une start-up locale. On développe des interfaces qui permettent de se déplacer physiquement dans toutes les directions tout en restant sur place. Donc ça se couple avec un casque type immersif. On met le casque sur les yeux et ça permet de se déplacer à l'infini.
La société présente son produit aux 48 heures techno du Crédit Agricole, une façon d'augmenter sa visibilité et de perfectionner son système en le faisant tester. Son nouveau et premier produit permet de se déplacer physiquement dans le monde virtuel grâce à un tapis roulant. Prix 30 000 €, les plans sont conçus à Voisins-le-Bretonneux, c'est ici que travaillent les ingénieurs. La start-up créée il y a 5 ans a déjà collaboré avec de grands groupes comme Airbus. L'immobilier représente également pour elle un secteur porteur car chaque année, les erreurs de chantier reviennent à plus de 10 milliards d'euros. Mais pour Éric Belmont, les champs d'application de la réalité virtuelle sont encore plus larges. Ça agit dans tous les domaines, aussi bien dans la formation, c'est-à-dire que vous déplacez, formez des équipes au sol pour intervenir dans une plateforme pétrolière. Ça donne vraiment du sens, c'est-à-dire qu'il se forme, il navigue dans cette plateforme, il la connaît par cœur. Quand il arrive sur site, ils sont opérationnels. La commercialisation de casques en fin d'année 2015 devrait doper le secteur, surtout auprès du grand public. Selon l'Institut d'études britannique Casero, le montant du marché de la réalité virtuelle devrait dépasser les 5 milliards de dollars d'ici 2018. Et deuxième volet de notre dossier innovation, c'est la domotique. La domotique, c'est l'ensemble des technologies électroniques, informatiques et du bâtiment qui permettent de centraliser les différents systèmes de la maison ou d'une entreprise. De plus en plus de particuliers ou de professionnels se laissent tenter. Nous sommes allés voir ce qu'il en était dans les Yvelines. Patrick Jacques de Dixmude et Romain Respinet pour le montage. La domotique, une technologie avant tout discrète. À première vue, rien ne distingue cette maison d'une autre et pourtant... Souvent on dit que c'est un petit peu compliqué la domotique, mais là, avec les photos, on voit tout de suite la façon de fonctionner. Régler la lumière, le chauffage ou les volets en un clic, c'est le principe de la domotique. Sébastien Baudouin est électricien et travaille entre Trappes et Jouarre-Pontchartrain. Il a entièrement équipé cette maison domotique en 3 semaines seulement. Les propriétaires peuvent ainsi tout contrôler, de la lumière aux volets en passant par le chauffage ou encore l'alarme. Mais ce confort a un prix. Oui, il y a un coût, ça serait mentir. Le coût, on peut le récupérer avec les économies qu'on peut faire. Ça varie entre 2% à 10% de la construction neuve. Si on est sur une maison de 200 000 €, on va être entre 4 000 € à 20 000 €. Les alarmes et les détecteurs sont les équipements les plus souvent installés. Ils représentent 32% du marché de la domotique. 60% des installations sont destinées au marché haut de gamme dans des résidences de standing. Le marché a progressé de 18% entre 2008 et 2010. Les perspectives d'évolution sont nombreuses. Ça touche les professionnels, les particuliers, tertiaires. C'est très vaste. Et en plus de ça, on va se diriger de plus en plus avec le Grenelle de l'environnement, la RT 2012. On nous demande déjà de mettre de la domotique juste pour surveiller notre consommation. On a un premier stade d'obligation au niveau de la norme. On voit l'état actuel du radiateur, donc économique. Et donc on a juste à faire une petite impulsion avec le doigt pour le soulever ou le descendre. Dès l'instant que le petit bonhomme est souris, ça veut dire que l'information est partie. L'entreprise de Sébastien a 7 ans. En 2013, il a multiplié par 3 son chiffre d'affaires. Le secteur est porteur, c'est l'analyse que fait Michel Garot. Fort d'une expérience de 25 ans, il a vu évoluer la domotique. Si son potentiel est connu depuis les années 70, c'est aujourd'hui qu'il commence à se réaliser. L'avantage maintenant, c'est que y a des solutions qui se banalisent, qui se démocratisent, et puis surtout, il y a un point qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un outil qui est l'outil maintenant fantastique, qui fait tout, qui est le smartphone. Et ça, c'est la révolution dans le milieu de la domotique. Si actuellement l'installation de la domotique ne représente que 2% de son chiffre d'affaires et reste encore coûteuse, la donne pourrait bientôt changer. Le prix des composants est plus accessible et la demande des consommateurs évolue. Les Yvelines, c'est un département riche, avec des possibilités de gens qui vont avoir besoin de confort, d'assistance, d'aide et qui veulent des solutions simples. Donc on a cette première cible clientèle qui est ces personnes-là. Le deuxième aspect, je disais, les populations vieillissantes. Et il y a dans le département des Yvelines une population vieillissante aussi qui répond aux doubles critères, critères de richesse et puis critères de vieillissement. Donc on a cette cible-là. Et puis on a une troisième cible. Et je pense que ces outils-là, comme le smartphone, vont permettre à des gens en situation de handicap de pouvoir gagner en autonomie. Aujourd'hui, la domotique en France avoisine les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. La France représente 10% du marché européen, un marché encore confidentiel qui devrait devenir en 2015 un marché de masse. Et c'est bientôt la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, je vous propose de découvrir avec moi l'agenda de la semaine.
Le travail en temps partagé, une autre façon de recruter, aussi une autre façon de travailler. Si c'est une thématique qui vous intéresse, sachez que le mardi 30 juin, de 10h à midi, la Cité des métiers organise une réunion d'information sur ce sujet. Il faut s'inscrire également auprès de la Cité des métiers pour y participer. Enfin, le mercredi 1er juillet à 17h30, BusinessNet, le club d'entrepreneurs, organise une soirée expertise et talent avec 12 ateliers interactifs au Blue Office de Montigny-le-Bretonneux. Animés par 12 entrepreneurs, différentes thématiques liées au monde de l'entrepreneuriat seront abordées. Plus d'informations sur le site business-net.fr. C'est maintenant la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro de Fileco.